Le fauvisme est un mouvement de peinture qui a vécu de 1904 à 1907 de l'action d'un groupe de peintres qui veulent renouveler l'art de peindre à partir de l'éclat des couleurs et d'une nouvelle réflexion sur l'espace. Nous retiendrons 8 peintres: Matisse, Marquet, Dufy, Vlaminck, Fritz, Van Dongen, Braque et Derain. Lors du salon d'octobre 1905, une statue d'Albert Marc était présentée dans la salle où était exposée l'étoile de Matisse et de ses amis. Choqué par les couleurs provocantes, un critique s'écria « Mais c'est Donatello parmi les fauves !» La critique condamne les excès de la palette car l'époque privilégie le dessin et la composition. La couleur, disait Ingres, est la partie animale de l'art. Le dessin est la probité de l'art. On ne peut parler d'école, mais un groupe existe, à l'intérieur duquel se créent des liens d'un artiste à l'autre, liens qui se renforcent à l'occasion de voyages. Matisse n'est pas le chef du groupe, mais il est un aîné très écouté. Le thème le plus important des fauves est le paysage, loin devant la nature morte et le portrait. Les fauves refusent le naturalisme. Ils ne veulent pas représenter la réalité objective. Ils réinventent la réalité en créant un espace poétique et en utilisant des tons purs qui sont également saturés. Quelles sont les sources du fauvisme? Première cause, l'anarchisme. Les peintres qui, en 1905, ont entre 20 et 30 ans, sont nés après la défaite de 1870 dans des milieux familiaux modestes. Ils sont majeurs au moment de l'affaire Dreyfus qui met en question toutes les idéologies. Voici Dreyfus à l'île du diable. C'est l'époque où on célèbre la consolidation de la République. Des religieux sont expulsés des couvents. De grandes grèves se déroulent au Creusot. On constate alors un manque de confiance dans le pouvoir, la justice, l'armée et l'Église. Derain veut que ces couleurs deviennent des bâtons de dynamite. Les fauves aiment le rouge, couleur du feu, du sang et de la violence. Vlaminck, fervent partisan de Dreyfus, est un anarchiste convaincu. Derain s'indigne que son régime doive intervenir à Calais contre les grévistes. Mais en 1907, quand ils auront signé des contrats avec des marchands de tableaux, ils seront parfaitement intégrés dans la société bourgeoise. Influence de Gide. La pensée de Gide est marquée par la défense absolue de l'individu. Gide a écrit « Ne t'attache en toi qu'à ce qui n'est qu'en toi-même, et crée de toi le plus irremplaçable des êtres. » Gide exulte le culte de la vie et réhabilite la sensation. Il écrit « Il ne suffit pas de lire que les sables des plages sont doux. Je veux que mes pieds nus le sentent. » Influence de Nietzsche. L'exaltation de la vie, l'individualisme joyeux de Nietzsche sont ressentis comme une réaction contre le pessimisme fin de siècle. Nietzsche défend le paganisme contre le christianisme et exalte l'esprit latin aux dépens de l'esprit germanique. Cela fait de lui le prophète des paysages méditerranéens qu'affectionnent les fauves. Influence de Bergson. Les fauves sont réceptifs à la théorie de l'élan vital et savent que Bergson considère les artistes comme des visionnaires capables de révéler la vraie réalité cachée derrière les apparences. L'expression des fauves est concise, rapide, assez violente et traduit une attitude vitaliste qui s'accorde au rythme accéléré de l'existence moderne. Derain et Vlaminck rêvent de posséder une automobile ou une moto,
Pour eux, la vitesse n'est pas un obstacle à la perception de la nature. Delacroix. On peut considérer Delacroix comme le premier peintre pour qui la couleur n'est plus soumise à un dessin préalable. Il abandonne le coloriage, qui est l'introduction de la couleur postérieurement à la composition dessinée. Delacroix privilégie la forme non finie. L'impressionnisme. Comme les impressionnistes, les fauves sont indifférents à la composition et à la forme finie. De Manet, les fauves retiennent l'art de simplifier et les larges surfaces de couleurs contrastées. La façon de cerner les contours et de poser la couleur par touches franches construisant la forme. Chez Monet, ils apprécient une utilisation de la couleur qui propose une interprétation subjective du motif. Le divisionnisme. Les fauves veulent que la couleur soit indépendante de l'objet. Ils veulent aussi l'emploi systématique des tons purs et exalter les tons par leur morcellement et l'utilisation du blanc de la toile. Signac accueille dans sa propriété de Saint-Tropez Matisse durant l'été 1904 et Marquet en 1905. Van Gogh. Pour Van Gogh, le tableau ne saurait se définir comme une imitation de la réalité. Il doit être une création de l'artiste qui s'exprime par lui. Le peintre fait intervenir l'imagination qui s'exerce à la fois dans le dessin et dans la couleur, soumis à des déformations arbitraires. Van Gogh est le premier à donner au langage de la couleur des accents aussi intenses. Van Gogh a compris qu'un ton pur signifie une certaine notion de proximité, le jaune, ou d'éloignement, le bleu. Les fauves utilisent au maximum cette possibilité d'exprimer la distance par le seul emploi de la couleur qui remplace le clair-obscur. Cézanne. Les fauves voient en Cézanne un artiste qui, comme eux, rejette la vision naturaliste, analytique et instantanéiste des impressionnistes. Pour Cézanne, la réalité n'est qu'un prétexte. Pour lui, la réalité, c'est le fait pictural, c'est le tableau. C'est au moyen de la couleur que Cézanne représente la lumière. Cézanne sature ses tons. Comme Cézanne, les fauves veulent exprimer l'essence de l'objet plutôt que l'agrément de la forme finie. Gauguin. L'enseignement de Gauguin va dans le sens d'un art antinaturaliste, d'un art d'imagination, dans lequel la couleur, employée arbitrairement, porte l'émotion de l'artiste. Le Salon d'automne 1906 consacre une grande rétrospective à Gauguin, dont le style permet des combinaisons chromatiques plus libres, mieux adaptées à la subjectivité de l'artiste. C'est en consultant Gauguin que les fauves, fin 1905, décident d'adopter la technique des aplats cernés qui remplace celle de la division des tons à laquelle Matisse reproche de conduire à des surfaces sautillantes. Matisse est né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis. Son père le destinait à une carrière juridique. En 1888, il étudie le droit à Paris sans visiter un musée. Il devient clerc d'avoué à Saint-Quentin. Lors d'une hospitalisation prolongée, son voisin de chambre copiait des chromos. Sa mère lui offrit une boîte de couleurs. De retour à Saint-Quentin, il suivit des cours de dessin chaque matin avant de se rendre à son travail. Il s'initia tout seul à la peinture en lisant La manière de peindre. Forte amitié avec son condisciple Albert Marquet, qu'il défendit des quolibets. Il fut l'élève de Moreau, qui était un excellent pédagogue. Selon Moreau,
Le but de la couleur n'est pas d'essayer de reproduire le réel. Elle doit au contraire l'interpréter de façon à toucher non seulement l'œil, mais le cerveau. Matisse ne fut pas le chef d'une école fauviste, mais il était l'aîné parmi ses camarades et on le respectait. On l'appelait le docteur. Il mourut en 1954 à 85 ans. Matisse avant 1905. L'olivier corse. En 1898, il séjourne 5 mois en Corse, séjour qui lui apporte la révélation de la nature méridionale, notamment de sa lumière, qui accélère l'évolution de sa peinture dans le sens de l'expression par la couleur. Son enthousiasme pour la lumière méditerranéenne le conduit à peindre clair, souple et libre. Ce séjour est une étape importante qui le guide vers le fauvisme. Ce qui compte pour lui, c'est de traduire le choc ressenti devant la nature et non l'objet qui est à la source de cette émotion. Il disait que ses toiles corses contenaient les lueurs du fauvisme. Vue de Saint-Tropez. Le dessin est secondaire. Matisse traduit son émotion essentiellement par la couleur. Matisse construit l'espace par le rapport des plans colorés contrastés. Luxe, calme et volupté. Le divisionnisme apporte à Matisse une invitation pratique à la primauté de la couleur. Le principe fondamental du divisionnisme est que c'est l'œil lui-même qui anime et mélange les couleurs demeurées distinctes sur la toile. Il décompose et recompose les objets, les gens et les végétaux en employant des touches rectangulaires de couleur pure et flamboyantes. Matisse écrira en 1929 « Le morcellement de la couleur amena le morcellement de la forme, du contour. Résultat, une surface sautillante. Les objets ne se différencient que par la luminosité qu'on leur donne. Je ne suis pas resté dans cette voie, et je peignis par aplat, en recherchant la qualité du tableau par un accord de toutes les couleurs plates. » Matisse à partir de 1905. La femme au chapeau. La critique de 1905 est unanime à honnir cette toile. Le bon public voyait en lui le désordre incarné, la furieuse rupture avec toute la tradition. Elle figure au salon d'automne avec l'étoile flamboyante du groupe que Vauxhall a appelé les Fauves. Ce tableau a surpris par l'ombre portée du chapeau sur le front, l'ombre portée du nez sur la joue, les cheveux vermillons, le chapeau violet aux plumes multicolores, le fond qui montrait des plaques de couleurs juxtaposées arbitrairement. Aujourd'hui, ce tableau paraît comme un arc-en-ciel harmonieux, un bouquet champêtre séduisant. Madame Matisse, portrait à la raie verte. Composition colorée, orange et violet, vert turquoise et rouge, où sa tête est surmontée d'une masse de cheveux bleu-noir, et son visage partagé en deux par une large bande verte qui donne son titre au tableau. Équilibre des couleurs totalement saturées. Peu de toiles fauves reposent aussi complètement sur la seule couleur. Puissante sérénité qui émane du regard tranquille du modèle, de la courbe bien dessinée de ses sourcils, de la fermeté de son menton et du haut chignon qui se dresse sur la tête. La fenêtre ouverte à Collioure. Ce tableau est l'un des principaux chefs-d'œuvre du mouvement fauve. Matisse se libère des contraintes néo-impressionnistes. La vue du port de Collioure est une toile dans la toile. Différence de facture entre l'intérieur et l'extérieur pour séparer deux mondes distincts. Dans cette toile, le cadre est plus important que la vue. Vue de Collioure, l'église. Le 16 mai 1905, Matisse arrive à Collioure jusqu'en septembre.
avec 120 bateaux. Collioure est un port de pêche actif et possède le monopole de fait de la vente d'anchois et de sardines conservées dans l'huile et la saumure. Surtout, le coût de la vie y est modique. Le point de vue élevé semble indiquer que Matisse s'était placé sur une terrasse. Les toits de Collioure. C'est l'un des paysages les plus lumineux et les plus maîtrisés de Matisse en 1905. Dessin préalable très soigneux, destiné à mettre en place les grandes lignes de la composition avant les couleurs. La combinaison du rouge et du vert offre la possibilité de transcrire les ombres et les lumières. La place rouge. Paysage peint de la fenêtre de l'atelier, Matisse introduit peu de personnages dans ses vues du port. À propos de ce tableau, Matisse a écrit « Vous vous étonnez sans doute de voir une plage de cette couleur. En réalité, elle était de sable jaune. Je me rendis compte que je l'avais peinte avec du rouge. Le lendemain, j'ai essayé avec du jaune. Ça n'allait plus du tout, c'est pourquoi j'ai remis du rouge. » Arbres à Collioure. À Collioure, Matisse finit par se laisser aller à une expression plus spontanée et à un lyrisme plus libre. Nous étions devant la nature comme des enfants et laissions parler notre tempérament. La couleur contribue à exprimer la lumière, non pas le phénomène physique, mais la seule lumière qui existe en fait, celle du cerveau de l'artiste. Le tableau est un fait plastique, traduisant un sentiment lyrique, ce qui est la définition du tableau fauve. Matisse à partir de 1906. La joie de vivre. Dès 1906, Matisse est résolument fauve. Sa couleur de vive devient flamboyante. Il aime les larges aplats de couleurs pures. Pour réaliser cette grande composition, d'1,74 m sur 2,38 m, Matisse a loué un local au couvent désaffecté des Oiseaux, rue de Sèvres. L'artiste n'emploie que des tons plats. Influence de Gauguin pour les couleurs. Son dessin est brutalement serti et même souligné d'un trait sombre. La composition, construite en forme de triangle, constitue un véritable repos intellectuel. L'œuvre illustre ce que le peintre attend d'un tableau qui, selon lui, doit être pour l'homme d'affaires, aussi bien que pour l'artiste, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un fauteuil qui délasse. Au Salon des indépendants de 1906, la toile fut critiquée, notamment par Paul Signac, qui ne peut admettre que Matisse ait si vite abandonné les thèses pointillistes qui lui sont chères. La gitane. Lourdeur animale, empattement sensuel. Matisse n'a employé que les tons les plus violents de sa palette. Les parties éclairées du modèle sont rendues avec des jaunes, les parties dans l'ombre avec des verts, des rouges et des roux. Beaucoup furent choqués par l'indifférence de Matisse à la beauté physique. Matisse a écrit « Je ne m'attache pas à détailler tous les traits du visage, à les rendre un à un dans leur exactitude anatomique. » Matisse en 1907. Nu bleu, souvenir de Biskra. Figure au modelé sculptural, exécutée d'imagination après un séjour en Algérie. La composition s'organise autour d'une série d'arcs et de courbes qui se répondent les unes aux autres et relient le nu au paysage, soulignant ainsi les circulations d'énergie entre la femme et le sol. La dilatation du personnage dans l'espace ambiant assure l'unité de l'image. Les repentirs, qui redoublent ses bras, ses seins, ses fesses et ses cuisses, projettent sa force brutale dans la nature environnante.
Marquet. Il est né le 26 mars 1875 à Bordeaux, fils d'un très modeste employé des chemins de fer. Ses camarades de classe se moquaient de sa claudication. Sa mère vante une maison et un terrain pour acheter un magasin de broderie à Paris pour financer ses études à l'école des arts décoratifs où il entre à l'âge de 15 ans. Il se lie avec Matisse, dont il sera l'ami jusqu'à sa mort et qui le défendait contre ses camarades. Il suit avec Matisse les cours de Gustave Moreau. Marquet est parmi les fauves celui qui a le mieux aimé la ville. Intéressé par le thème moderne des affiches qui commençaient à être placardées sur les murs des villes et transformaient le paysage urbain. Marquet était un fauve qui faisait pâte de velours. Sa gamme colorée est faite de tons sourds et austères. L'eau présente dans son œuvre n'est pas un miroir aux reflets changeants, comme chez les impressionnistes. Il peignit à Paris et souvent de sa fenêtre du fait de sa claudication. Ce point de vue élevé fait sauter le cadrage traditionnel de l'espace. Il mourut en 1947 à l'âge de 72 ans. Marquet avant 1905. Le nu fauve. On a appelé ce tableau nu fauve parce que les couleurs y sont assez vives, posées presque pures sur la toile. Mais le rendu de l'espace et du modelé est traditionnel. Marquet en 1905. Maison à Saint-Tropez. L'art de Marquet est sobre et avec son détail architectural, il réduit son art au maximum de sobriété. Il reste également réaliste avec les couleurs et les ombres. Le port de Saint-Tropez. Marquet est frappé par la découverte de la Méditerranée. Il simplifie, abrège, accentue et surtout fait de la couleur l'équivalent de la lumière et de l'espace. Il s'exprime comme un fauve, tout en gardant raison, comme prouve le rythme géométrique de la composition, le jeu cadencé des lignes, qui sont appuyées, et le système chromatique qui écarte les tons violents. Port de la Ponche. Tableau fauve par le fort contraste des couleurs. Rôle majeur des complémentaires bleu et orange. Forte lumière qui écrase tout. Large touche de couleur. C'est la couleur qui dessine la plage, les maisons et l'horizon. Quai du Louvre. Marquet est le fauve chez qui l'image tableau ne cesse d'être en même temps image-réalité. Marquet peint des constructions solidement architecturées. Il réalise des vues panoramiques depuis une hauteur en des nuances de gris coléré et délicat. Le fauvisme ne peut se définir par une violence de couleur seulement, mais par le lyrisme coloré. Le groupe est composé de fortes individualités qui n'ont jamais songé à unifier leur travail par l'édification de règles. Marquet en 1906. Le port de Fécamp. Marquet exprime sa nature profonde, une simplification extrême, une certaine rigidité et des contrastes forts pour évoquer l'ombre et la lumière. Longs traits de couleur dessinant les formes abrégées. Tons arbitraires, donnant presque à eux seuls l'équivalent de l'espace. La fête nationale au Havre. Marquet s'appuie sur les guirlandes colorées des fanions, les verticales des hampes des drapeaux et les diagonales du bassin fortement soulignées par un cerne noir pour architecturer l'image. L'image est stable malgré la variété des éléments qui animent la composition. Marquet ne se résout pas à construire l'espace par des plans de couleurs pures dissonantes. Il alterne des plans de couleurs claires, blanc ou ocre, et des plans de couleurs intenses. Marquet a le souci d'être clair. Le 14 juillet au Havre.
Les drapeaux sont d'un chromatisme plus assourdi que chez Dufy et laissent s'échapper les perspectives. Emploi abondant du vermillon, ce qui est rare chez lui. Marquet admet difficilement qu'une couleur pure puisse être en soi l'équivalent de la lumière. C'est pourquoi il fait intervenir des touches de blanc ou de bleu froid pour introduire dans le tableau la lumière et l'ombre. Marquet peint rarement des nus. Il préfère des paysages tranquilles, sereins, même par temps gris. Ce nu n'a rien d'agressif comme ceux de Vlaminck ou de Van Dongen. Il dégage une sensualité calme. Le calme est la nature du peintre. La plage de Sainte-Adresse. Marquet travaille avec Dufy. La vitalité, l'énergie de Dufy est communicatif. La passerelle de la plage structure le tableau. Marquet en 1907. Paris en hiver, quai Bourbon. Marquet s'écarte de la violence colorée du fauvisme tout en maintenant une construction simplifiée de l'espace. Il affirme son originalité par des variations de noir, de gris et de blanc. Le dessin devient de plus en plus elliptique. Raoul Dufy naquit au Havre le 3 juin 1877 dans une famille nombreuse. Son père transmet à ses enfants sa passion pour la musique. À 15 ans, il suit au Havre les cours de l'école municipale des beaux-arts où enseignait Charles L'Huillier, le maître de Braque et de Fritz. Il est d'une extrême habileté et dessine de la main gauche. Il apprit un métier pour gagner sa vie, employé de commerce chez un importateur de café du Brésil. En 1900, avec une bourse obtenue de la municipalité du Havre, il vient à Paris, où il vit avec Fritz. En 1901, il admire chez Bernheim l'exposition Van Gogh. En 1905, il est frappé en découvrant au Salon des Indépendants le tableau de Matisse, Luxe, calme et volupté. Il dira que ce jour, il avait compris le miracle de l'imagination introduite dans le dessin et la couleur. Au ton pur du fauvisme, il ajoutait des dégradés roses, blanchâtres et bleuâtres qui préfigurent les subtilités de son œuvre future. Il mourut à Fort-Calquier le 23 mars 1953. Dufy avant 1905. Yacht pavoisé au Havre en 1904. Dufy glisse au fauvisme. Importance du trait coloré et de la touche de couleur pure qui devient expressif par elle-même, ayant son volume et ses dimensions. Dufy recherche le spectacle des ports et des pavillons qui flottent au vent. Dufy en 1905. Le port du Havre. Pour l'œil sensible de Dufy, les quais colorés du Havre suscitaient une vive émotion visuelle. Lorsqu'il peignit ce tableau, il venait de tomber sous le charme de Matisse. Il était sur le point d'entrer dans sa période fauve, très lourd et larges taches de couleur pure, adroitement placées côte à côte. Ces touches ont des formes et densités variables. Leur juxtaposition donne à ces couleurs une grande densité de lumière. Les affiches à Trouville. Attiré par les palissades couvertes d'affiches, Dufy en exploitait la violence visuelle. Il transfigure cette avalanche de vulgarité à la manière fauve, couleurs vives et contours précis. Les estivants sont peints comme des ombres plates projetées sur le sol. Les affiches hautes en couleurs attirent le regard. Les personnages stylisés forment une petite troupe de pantins articulés quasi cinématographiques, rappelant les sorties d'usine filmées par les frères Lumière. Dufy, chantre de la ville moderne, exprime dans un climat futuriste une confiance naïve et gaie dans le progrès. Paysage provençal. Couleurs saturées d'ocres et de bruns,
de ce monumental panorama d'automne. Animation par la rivière bleue en diagonale et les troncs violets. La peinture est appliquée très librement. Les ombrelles. Cette toile est fauve par la forte couleur des trois ombrelles rouges, blanches et violettes. Leur forme sphérique impose leur présence par contraste avec les horizontales et les verticales. Curieusement, les drapeaux donnent l'impression que le vent souffle fort de gauche à droite, mais les ombrelles ne semblent pas gênées par ce vent. Dufy en 1906. La rue pavoisée. Dans l'œuvre de Dufy, on voit toujours et encore des drapeaux. La taille des drapeaux est exagérément augmentée car les quelques personnes présentes ont l'air petites et chétives. Les couleurs appliquées en larges taches dans le style traditionnel des fauves. Pas de vent, tout est statique dans cette vue d'en haut. Ce tableau est un exercice de géométrie de dessin. Les sujets sont des champs d'expérience de composition et de couleurs abstraites. Dufy insiste sur la planéité des drapeaux. Il est un précurseur, sachant développer le langage des images médiatiques. Vieille maison sur le bassin de Honfleur. Chaque maison revêt une couleur changeante. Chaque détail, fenêtre, toit, cheminée, reçoit une qualification colorée différente. La composition est multipliée dans ses horizontales et ses verticales par les reflets des architectures dans le bassin. La plage de Sainte-Adresse. Cette plage fut un des premiers enchantements du jeune Dufy. Inépuisables sujets à traiter. Étendue de sable clair, monde joyeux des estivants, cabanes en toile rayée. Il nous rend les sensations de tout un monde plaisant, celui du siècle qui vient de s'achever. La plage est regardée avec un œil dur, guidé par les principes de stylisation fauviste. Tout se détache et se définit avec précision. Les couleurs sont fortes et sans nuance, elles sont posées en aplat. Dufy en 1907. Jeanne et les fleurs. En pleine période fauve, la toile est d'une beauté sereine. Sur une nappe claire, un bouquet de fleurs se détache par un jeu de tonalités pures et contrastées. Jeanne est derrière dans un tourbillon de branches et de feuillages comme une figure Art Nouveau. Le cloisonnement des contours, l'arabesque des lignes, la couleur en aplat font penser aux vitraux 1900. Son admiration pour Gauguin l'invite à découper et à déformer ses figures. La découverte de Matisse encourage son goût pour la couleur vive et les effets décoratifs. Mais les partis pris personnels sont affirmés. Mise en scène pyramidale, vue plongeante et amour pour les fleurs qui trouvera libre cours dans ses décorations textiles. Van Dongen est né le 25 janvier 1877 dans un petit village au sud des Pays-Bas. Il quitte l'école communale à 12 ans. Il est surnommé Kiss. À 18 ans, il est à l'école des beaux-arts d'Amsterdam. Il se fixe à Paris en 1899. Il se fit lutteur, démonta des baraques foraines, croqua des portraits rapides et dessina des caricatures. Il s'installe en 1906 au bateau Lavoir, face à l'atelier que Picasso partageait avec Fernand d'Olivier. Avec Picasso et d'autres peintres, il tentait de vendre pour 100 sous des tableaux posés à terre près du cirque Medrano. Pour subsister, il chapardait le pain et le lait déposés aux étages des maisons. Il s'intéressait moins au paysage qu'à la figure humaine, au corps et au visage de la femme. Plus tard, il fut célèbre pour le luxe de ses réceptions mondaines. En 1941, avec Vlaminck et Derain, il fit une tournée des grandes villes de l'Allemagne nazie, guidée par Arno Breker. Il mourut à Monte-Carlo le 28 mai 1968,
à 91 ans. Van Dongen en 1905. Le port de Rotterdam. S'il vit à Paris depuis 1900, Van Dongen retourne l'été dans son pays. Il découpe les tons pour suggérer l'enveloppe aérienne. Le vrai sujet est la lumière transparente, colorée, exaltée par les taches jaune vif. La femme au collant vert. Van Dongen fut le peintre de la femme dont il disait « C'est toute la terre et tout le réel, c'est le feu de la vie, c'est l'épouse et c'est aussi l'amante, l'oubli dans la volupté. » Opposition de vert amande, d'orange, de blanc et de rouge violacé. Revenu à la peinture, après des années consacrées à l'illustration et à la caricature, il fit des portraits provoquants, mi-prostituées, mi-poupées très maquillées, sans aucun effet de lumière, les formes très cernées, le relief ou la perspective supprimée. C'est la révolte totale contre toutes les traditions. Portrait de Fernande. À la fin de l'année, Van Dongen s'installe au bateau Lavoir. Il y rencontre Vlaminck et Derain et se lie d'amitié avec Picasso, dont la compagne Fernande Olivier posera pour lui. La frontalité du modèle pourrait définir le nu fauve. Femme fatale. Van Dongen n'entend pas donner de la femme une image fidèle ou d'une beauté conventionnelle. Le dessin est sommaire et l'ardent chromatisme est irréel. On commence à voir le rapprochement du rouge et du vert. L'artiste fréquente les bars et les cafés-concerts. Il veut donner l'image de la sensualité animale du corps humain. Baudelaire a écrit « La femme est bien dans son droit et même accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Le rouge et le noir représentent la vie. » Van Dongen, 1906. La femme au collier vert. Un des premiers tableaux d'utilisation systématique du fond rouge. Pas de cerne nette pour le dessin du visage. Le collier vert diffuse sa couleur sur tout le visage. Van Dongen en 1907. Le chanteur Modjesko. La palette se fonde sur des accords clairs. Contraste complémentaire, rouge-vert et bleu-orangé. Utilisation de cernes et même d'un ruban rouge. Il juxtapose des plages de couleurs contrastées pour créer des plans à distance variable. Espagnol à l'éventail. Portrait tout en sobriété. Les couleurs sont vives, pleines, dépouillées de toute texture. Cette simplification lui vient de la vision des masques africains et de l'influence de Picasso dont il est devenu l'ami. Othon Friss naquit le 6 février 1879 au Havre. Son père était capitaine au long cours. Il aimait l'animation du port plus que la musique que lui enseignait sa mère. Dès 1897, il se consacra à temps complet à la peinture et au dessin. Il étudie sous la direction de Charles L'Huillier à l'école des beaux-arts du Havre. L'Huillier sut aussi discerner les dons de Braque et de Dufy. En 1898, une bourse lui permit d'étudier à Paris dans l'atelier de Gustave Moreau, où il fut le condisciple des futurs fauves Matisse, Derain et Vlaminck. Ces tableaux présentent beaucoup de courbes qui, pour lui, expriment la forme contenue et peu d'angles dans lesquels il voit l'expression d'une nervosité impatiente. Il renonce au fauvisme dès 1908. Il découvre en peignant une colline à La Ciotat la nécessité de revenir au dessin. Il mourut subitement le 9 janvier 1949 à 70 ans.
Fritz en 1906. Du balcon, bateau pavoisé. À Anvers, Fritz et Braque avaient loué une chambre studio avec balcon et vue sur l'Escaut. Le paysage changeait sans qu'on eût besoin de bouger, par le seul passage de navires de commerce et par les changements météorologiques qui modifiaient les lumières, les couleurs et les reflets sur l'eau dans le ciel. Le port d'Anvers. Fritz, marqué par l'impressionnisme, donne une apparence fauve à ses tableaux, par exemple le long des coques de bateaux, mais sans se départir de la touche fondue. La surface est émaillée d'accents de couleurs pures, posés par touches rapides, dont on sent bien la violence. Arbre. Le peintre force sa nature pour une évocation flamboyante et irréelle de la nature. Il a encore des réticences à la plate totale et à la réduction du nombre des couleurs. Fritz en 1907. L'Estac. C'est en juillet 1907 que Fritz retrouve Braque à l'Estac. C'est le choc de midi qu'ont connu les autres fauves avant lui. Ce tableau est le premier tableau vraiment fauve de Fritz, structuré, simplifié. Le bec de l'aigle. Le fauvisme de Fritz atteint son apogée en été 1907 quand il rejoint Braque à La Ciotat. C'est son premier séjour dans le Midi. Un des plus beaux paysages de la peinture fauve. Fritz a fait des choix avant de réaliser son travail de synthèse. Il adopte des formes essentiellement courbes. Harmonie de couleurs fondée sur des teintes rapprochées, jaune, orangé, rouge, plutôt que sur des teintes complémentaires. Ce choix de l'harmonie des couleurs résulte de l'influence de Gauguin. La Ciotat. Fritz se dégage avec liberté de la traduction littérale du paysage. Il accentue le procédé de l'ellipse qui fait que le paysage se présente presque comme une image abstraite. La calanque d'Anvaux. La couleur est totalement libérée. La palette est vive, jaune, orange, violet, vert. Fritz renonce à toute notion de naturalisme pour une abstraction lyrique qui semble guidée par le seul geste du pinceau en courbes et en arabesques. Il exprime l'exaltation sensuelle que provoque en lui l'exubérance de la nature du Midi. Vlaminck. Vlaminck est né le 4 avril 1876 dans le quartier des Halles à Paris. Son père, flamand, est tailleur avant d'enseigner le violon et le piano. Autodidacte et personnage haut en couleur. Un barbare tendre, passionné de bicyclettes, de motos et d'automobiles. Coureur cycliste, amateur puis professionnel, Paris-Roubaix et Bordeaux-Paris. Ouvrier dans une fabrique de vélos. Violoniste spécialisé dans les valses lentes. Écrivain, une vingtaine de livres avant de se mettre à peindre. Marié à 18 ans et père de 2 fillettes. 1,80 m pour 80 kg. Pratique l'haltérophilie et la lutte gréco-romaine. En aucun cas, le jeune Vlaminck ne se sent de vocation particulière pour la peinture. Il apprend surtout à jouer du violon auprès de son père. Pendant son service militaire à Vitré de 1897 à 1900, il est affecté à la musique. Son activité de peintre est attestée à partir de sa rencontre avec Derain en juillet de 1900. Le train de Chatou ayant déraillé, les 2 jeunes gens font le trajet à pied. Sans ce providentiel accident de chemin de fer, l'idée ne me serait jamais venue de faire de la peinture mon métier. La route sera un thème fréquent de sa peinture. Il mourut à 82 ans en 1958. Vlaminck avant 1905. La vallée de Port-Marly. Durant l'hiver 1904-1905, Matisse rend visite à Chatou, à Derain et Vlaminck et est impressionné par leur travail. Il est frappé par les couleurs absolument pures et surtout par un vermillon qui était un vermillon, ce qui obligeait Vlaminck à intensifier les autres parties du tableau. L'organisation des contrastes colorés
repose sur l'utilisation de deux complémentaires, vert et orangé. Berge de la Seine à Chatou. Vlaminck écrit à Derain fin 1904. Ensemble, nous avons repris le problème de l'expression par la couleur. Ce tableau annonce le style fauve de Vlaminck. Les bords de la Seine à Nanterre. Il n'applique pas la couleur en couches presque transparentes. Sa brosse lourde de pâte décrit des lignes grossières et des surfaces expressives. Cette toile valut à Vlaminck sa première vente. Il l'a vendue 100 francs à un collectionneur qui souhaitait l'offrir à son gendre amateur de peinture moderne. L'acheteur avait choisi cette toile car elle lui semblait la plus loufoque du salon. Vlaminck en 1905. Le remorqueur. La rive est à peine esquissée, mais Vlaminck nous fait partager sa fascination pour le fleuve. Les touches puissantes créent le mouvement du fleuve et, par leur taille, relativisent la dimension du remorqueur. Le ciel paraît bien inconsistant par rapport à la densité des touches du fleuve. Les ramasseurs de pommes de terre. De petites silhouettes animent des paysages habituellement dénués de toute présence humaine. Elles illustrent le travail de la terre. La touche robuste et charpentée aux orientations multiples dynamise l'ensemble. Le groupe de personnages campés au centre du tableau est vigoureusement brossé de rapides touches de blanc et de bleu. Le groupe surgit d'une succession d'obliques issus de la géométrie des champs. Le pont de Chatou. La berge et le chemin de halage sont les véritables sujets de ce tableau, malgré la présence importante de la péniche. La berge et le chemin, orientés vers un point de fuite situé à l'extérieur du tableau, concentrent sur eux l'effervescence chromatique d'une touche débridée jusqu'à l'abstraction. À partir de la fin de 1905, il atteint une écriture énergique. Restaurant de la Machine à Bougival. Vlaminck ne voyage pas sauf en vélo. Ses ressources ne lui permettent pas. Ses sujets sont dans sa région, Le Pecq, Bougival, Chatou, la Seine. En 1905, l'exubérance monte en puissance. L'image se reconstruit, libérée du réalisme. Les couleurs forcées, voire arbitraires, sont appliquées les unes à côté des autres avec un contraste qui les font chanter. La Seine au pont du Pecq. Ce tableau montre qu'il ne demeure pas insensible à l'agitation qui pouvait animer les petits ports de mariniers jalonnant le fleuve. Le motif du pont, habituel chez l'artiste, disparaît pour privilégier l'activité humaine autour du déchargement et du transport de marchandises. Mais c'est davantage le pittoresque des charrettes tirées par les chevaux que l'activité commerciale qui l'intéresse. La Seine au Pecq. L'exacerbation colorée n'est pas dans le premier plan. Même si la berge sur la gauche oppose de violents contrastes de jaune et de vert, le regard est d'abord saisi par la masse des arbres bordant le fleuve dans le lointain et qui s'élève au-delà du pont en un feu de vermillon pur. Il réalisa l'intégralité de sa production fauve dans les paysages de la vallée de la Seine, à Chatou et ses environs, que la précarité de sa situation matérielle lui interdisait de quitter, alors que tous les autres fauves se rendaient régulièrement sur les bords de la Méditerranée à la découverte de la lumière du midi. Vlaminck en 1906. Bord de Seine à Carrières-sur-Seine. Le fauvisme de Vlaminck s'exprime avec une liberté totale. La composition perd son caractère appliqué. Le dessin se plie aux déformations subjectives. La couleur devient audacieusement arbitraire. Elle est l'âme du tableau. La matière picturale, plus légère, est posée en touches souples, dynamiques, d'une grande variété. La peinture, dit-il, je la voulais vivante, émotive, tendre, féroce, naturelle comme la vie.
Le jardinier. À partir d'avril 1906, Vollard achète toute la production de Vlaminck, ce qui financièrement le libère totalement. J'avais une rage de recréer un monde nouveau, le monde que mes yeux croyaient, un monde pour moi seul. Le fauvisme de Vlaminck, fondé sur l'expression des sensations, trouvera une limite, car les sensations ne se renouvellent pas à la demande, quelle que soit la vitalité de l'artiste. On ne peut saturer les rouges, les bleus et les jaunes au-delà des possibilités chimiques.
Le port de Chatou. Effort pour organiser et équilibrer la surface. Il donne à la couleur toute sa force d'expansion. Je haussais les tons, je transposais dans une orchestration de couleurs pures tous les sentiments qui m'étaient perceptibles. J'étais un barbare tendre et plein de violence. La route. L'empattement du ciel, des blés, de la route, dans un mouvement agité, rappelle l'admiration de Vlaming pour Van Gogh. La palette ne se charge que des couleurs pures du prisme. L'émotion naît du choc brutal de leur contraste. Ce que je n'aurais pu faire dans la société quand je tends une bombe, j'ai tenté de le réaliser dans l'art. Vlaming en 1907, le pont de Chatou. À partir de 1907, Vlaming s'éloigne du fauvisme car il craint de s'enfermer dans un procédé. Je souffrais de ne pouvoir frapper plus fort, d'être arrivé au maximum d'intensité, limité que je demeurais par le bleu et le rouge du marchand de couleurs. Suite à la rétrospective Cézanne au Grand Palais en 1907, les jeunes artistes s'engagent dans une voie nouvelle. Rigueur dans l'ordonnancement du tableau. La couleur pure, directement sortie du tube, est abandonnée. Cette vue du port de Chatou répond à une volonté de synthèse de la couleur. Nature morte. Les natures mortes de Vlaming sont influencées par Van Gogh. Matisse raconte après l'exposition Van Gogh chez Bernheim: je vis Derain accompagné d'un garçon d'allure gigantesque qui d'une voix autoritaire criait son enthousiasme. Il disait: tu vois, il faut peindre avec des cobaltes purs. Braque. Né le 19 mai 1882 à Argenteuil. Son grand-père et son père dirigeaient une entreprise de peinture en bâtiment. Vers 1890, sa famille s'installe à Rouen. Il se livre au plaisir du sport qui lui donnèrent pour la vie un corps d'athlète. Il découvre Corot et Boudin au musée du Havre. À 17 ans, il abandonne ses études pour apprendre le métier familial tout en suivant des cours du soir à l'école des beaux-arts. À l'automne 1902, il est à Paris pour obtenir le diplôme de peintre décorateur. Personne ne pressentait l'avenir de ce solide gaillard, féru de boxe et joueur d'accordéon. À la fin de 1902, il obtient de son père une pension pour satisfaire à sa vocation d'artiste. Il adhère au fauvisme, car la peinture fauve m'avait impressionné par ce qu'elle avait de nouveau, et cela me convenait. Il fut, avec Picasso en 1908, l'initiateur du cubisme. Mais, avant ce virement, il a donné durant 3 ans de remarquables tableaux au fauvisme. Il passa l'été 1906 à Anvers avec Fritz, havrais comme lui, et ardent défenseur des orchestrations colorées. Premier séjour à l'Estac à l'automne 1906. Il meurt le 31 août 1963, funérailles nationales. Braque en 1906. Lescaut à Anvers. Braque séjourne à Anvers avec Fritz. Ils peignent tous les deux les mêmes sujets, couleurs réalistes et vives. Le port d'Anvers. Les taches de couleurs sont franches et contrastées. Procède énergiquement pour le ciel et l'eau, ou par de longues touches de jaune pur pour le quai et le pavillon de toile. Tout est plus schématique et pourtant plus net parce que les couleurs sont plus fortes. Pas de souci de véracité. L'eau est verte et rose. Le ciel aussi est rose. Le port de l'Estac. Le midi sert de révélateur à Braque. Après les expériences d'Anvers, il libère toute sa couleur. Elle devient le sujet du tableau. Elle engendre à elle seule la lumière. La mer et le port sont ses sujets de prédilection. L'Estac. Toute fauve qu'elle soit, cette toile, comme beaucoup d'autres de Braque en cette saison, reprend la structure cézannienne de l'horizon élevé. Perspective contrastée qui établit le paysage en hauteur et non en profondeur.
Le retour à Cézanne est proche. Marine L'Estaque. Braque ne cherche pas à reproduire le réel. L'Estaque est une cité plutôt industrielle et grise. Il force sa vision avec son désir. La construction est solide et s'appuie sur les premiers plans, la barque, la maison et les arbres. La ligne est fluide, la couleur est exaltée. La Ciotat. Féerie de couleurs sous la lumière implacable du midi. Un sentiment lyrique prononcé exalte les tonalités. Explosion de couleurs froides, vert et violet, accentuée par les jaunes acides qui teintent même les nuages. Braque a oublié le divisionnisme et ne songe pas encore à la géométrie cubiste en peignant ce festival d'arabesques. Braque en 1907. L'Olivier. Au début de l'été, il s'installe à La Ciotat et peint des paysages. Leur composition présente beaucoup de souplesse. Il est rare qu'une ligne droite intervienne. Il choisit des collines ondulées, des arbres sinueux. Les couleurs contrastées en touches dynamiques font éclater la surface. Le vocabulaire coloré de Braque atteint son maximum d'intensité. Les tons de rose et de vermillon sont stridents. La petite baie de La Ciotat. Toile que Braque jugeait suffisamment importante pour la racheter en 1959. La plupart des touches posées en aplat sont soigneusement isolées les unes des autres par une surface égale de toile vierge. L'œil du spectateur doit franchir la distance de séparation entre les touches et opérer un balayage permanent de la surface de la toile pour recomposer le tableau. Derain avant 1905. Bord de rivière à Chatou. La vision de l'artiste semble naturaliste, mais le tableau s'efforce non de représenter la réalité mais d'en créer une équivalence. Organisation réfléchie de la surface. Dessin de l'arbre cassé avec sa branche, exagérément longue et exagérément rectiligne. Éclat égal des verres parce que non soumis à la lumière naturelle. Derain avant 1905. Bord de rivière à Chatou. La vision de l'artiste semble naturaliste, mais le tableau s'efforce non de représenter la réalité mais d'en créer une équivalence. Organisation réfléchie de la surface. Dessin de l'arbre cassé avec sa branche, exagérément longue et exagérément rectiligne. Éclat égal des verres parce que non soumis à la lumière naturelle. La rivière. Habileté dans l'agencement des surfaces peintes. Présentation frontale avec un écran végétal au premier plan. Le mouvement tourmenté des branches, qui évoque Van Gogh,
donne du dynamisme. Le pont du Pec, éclat de la lumière et accentuation des ombres. Total mépris du naturalisme. Derain substitue à l'imitation extérieure une transposition expressive du dessin et de la couleur. Il crée l'espace avec des lignes courbes et des verticales. Il adopte la perspective irréaliste de Cézanne, plongeante pour les premiers plans et ascendante pour les arrière-plans. Derain en 1905. Collioure. Matisse et Derain étaient très liés. De tous les amis de Matisse, Derain est le préféré de Madame Matisse. Matisse fit le voyage à Chatou pour convaincre les parents de Derain de laisser partir leur fils à Collioure. Derain avait 25 ans en 1905. Derain est frappé par la lumière du pays, une lumière blonde dorée qui supprime les ombres. En cet été 1905, Derain s'enflamme pour le paysage. La manière de cette aquarelle est entre néo-impressionnisme et fauvisme. Le faubourg de Collioure. Sous l'influence de la découverte d'étoiles de Gauguin, Derain adopte la technique de l'aplat. Relation de couleurs, de bleu et de vert, d'ocre et d'oranger. Les plans horizontaux sont scandés par les mâts verticaux des voiliers qui viennent se heurter à la masse du château. L'arrière-plan est limité par les maisons du faubourg et ses montagnes. La mer est emprisonnée sans perspective de ciel. Le phare de Collioure. La touche en mosaïque évoque au plus près le grand appareil de moellon qui constitue la construction du phare. Mais Derain doute de lui et il confie « Cette couleur m'a foutu dedans. Je me suis laissé aller à la couleur pour la couleur, j'ai perdu mes anciennes qualités. » Ces toiles de Collioure constituent l'ensemble le plus significatif de la peinture fauve. Bateau dans le port de Collioure. Ce tableau se caractérise par la construction équilibrée de l'image, la limitation à quelques couleurs, bleu, jaune, rouge, vert, l'absence d'ombre, le mélange de deux techniques, aplat et touche en mosaïque, laisse paraître la toile blanche pour des effets de vibration lumineuse de l'eau et du ciel. Le séchage des voiles. Il associe des aplats colorés à des surfaces morcelées. Ce qui est nouveau dans sa manière, c'est l'interprétation de la lumière avec l'élimination totale de l'ombre et l'utilisation du blanc de la toile chargée de traduire l'éblouissement du plein midi. Derain laisse éclater l'éblouissement du soleil au moment où il est le plus haut. Le blanc se mêle au reflet de la mer. Le port de Collioure, le cheval blanc. Le peintre utilise le blanc de la toile laissée en réserve pour suggérer l'éblouissement du soleil sur la mer. Bateaux à Collioure. La couleur grège domine sur la plage pour rendre l'opacité du sable. Les aplats de couleurs dessinent les petits personnages. Sur la mer, la voile grège intensifie le mouvement des eaux créé par la lumière ou les différences de profondeur des fonds marins. Port de pêche à Collioure. Les couleurs sont violentes. Dialogue entre l'orangé et le rouge d'une part et le bleu et le vert d'autre part. On sent le vent qui donne en plein dans les deux voiles des bateaux qui quittent le port. Au milieu, le vent étale la voile descendue du mât. Les figures sur le quai sont schématisées mais animées. Grands aplats de couleurs sur le quai et les édifices, mais coups de brosse rageurs sur la mer agitée par le vent. Derain en 1906. Le pont de Charing Cross. Derain a choisi Londres pour y travailler, sans doute sur la suggestion de Vollard, son marchand depuis le début de 1905, qui espère pour sa galerie un succès comparable à celui remporté par la galerie Durand-Ruel en 1904 avec les vues de la Tamise de Claude Monet.
En effet, il s'oppose à Monet. Il n'y a rien d'impressionniste dans sa production londonienne. Toute vision naturaliste est abolie chez lui. Big Ben. Il recourt de nouveau au procédé pointilliste qu'il avait utilisé à Collioure et dont il avait alors essayé de se débarrasser. Lumineux soleil dont les reflets embrasent littéralement le fleuve. Pureté, contraste et dégradé, pour donner un surcroît d'énergie lumineuse à la matière jusqu'à la dissolution des monuments et du fleuve en féerie colorée. Le pont de Westminster. À part la surface de l'eau où le morcellement de la touche suggère un lumineux papillotement, la couleur est répartie par nappes enfermées dans des sertis puissants où les courbes largement déployées s'opposent aux verticales fortement soulignées. Grands aplats, des cernes, des arabesques, comme chez Gauguin. Les personnages sont plus grands que les voitures. Les voitures menacent de tomber dans le virage. La route est vert gazon. Le port de Londres. La Tamise n'est qu'une immense route lumineuse, jaune, rouge et rose. Les édifices sur les berges sont informes. La vie est donnée par les péniches et les remorqueurs. Peu de ciel. Le fleuve de lumière absorbe tout le tableau. Le pont de Charing Cross. Derain associe toutes les techniques d'utilisation de la couleur pure. L'eau est en partie traitée à teinte plate, rouge à gauche, et en partie divisée par de petites touches à droite. Cette zone de droite est à nouveau partagée en deux zones de couleurs complémentaires, orangé et bleu, d'égale intensité. Les remorqueurs. Rapport de couleurs audacieux où de larges aplats se juxtaposent à des zones de couleurs fragmentées. La cathédrale Saint-Paul vue de la Tamise. Fougue colorée, irréaliste, jointe à une lumière totalement arbitraire. Une ville visionnaire apparaît qui est éclairée par des feux d'artifice. Spectacle où l'eau et le ciel virent au jaune. Vive opposition des couleurs chaudes du ciel et du fleuve et des couleurs froides des édifices et des barques bleues. Derain en 1907. Marine. Derain évolue et éprouve le désir de construction poussé jusqu'au schéma géométrique. Mais il lui arrive sur les bords de la Méditerranée d'oublier ce dessin de rigueur pour s'abandonner à des images émaillées dont il accentue à plaisir la vibration.